Ils l'ont traité de « trop vieux pour témoigner ». Puis il a nommé tous les officiers impliqués dans l'opération de dissimulation. La salle d'audience entière s'effondre. Les portes du palais de justice s'ouvrirent en grinçant, leurs gonds grinçant comme le lent écoulement du temps, tandis que le vieil homme était conduit dans la salle d'audience. L'air matinal était calme, mais à l'intérieur, une tension palpitait sous les sols cirés et les colonnes de marbre. Des néons vacillaient au-dessus, projetant un éclat pâle sur la salle solennelle où chaque siège était occupé, tous les regards fixés sur la silhouette fragile qui entrait. Il avançait lentement, voûté dans un pardessus gris qui semblait l'engloutir. Il s'accrochait à lui, lâchement, comme un souvenir trop effacé pour conserver sa forme. Son regard, trouble mais étrangement perçant, parcourait les rangées de spectateurs et d'officiels, scrutant les visages avec une intensité calme et posée. Les lunettes à monture dorée perchées sur son nez brillaient faiblement, accrochant les lumières de la salle d'audience comme de minuscules éclats de vérité attendant d'être révélés. Les journalistes griffonnaient des notes d'un trait pressant, murmurant à voix basse tandis que les obturateurs des appareils photo claquaient à toute vitesse. Pourtant, personne ne semblait le reconnaître, pas encore. Ni le juge penché en avant sur le banc, ni les jurés qui s'agitaient sur leur siège, ni même l'huissier qui baissa les yeux en fronçant les sourcils avant de s'écarter. Il n'était pour eux qu'un vieil homme parmi tant d'autres, trop frêle pour avoir de l'importance, trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais Devon Hartley savait qu'il n'en était rien. Il marchait à côté du fauteuil roulant d'un pas mesuré, portant une bouteille d'oxygène dans une main et quelque chose de plus lourd dans l'autre, la vérité. La trentaine, Devon portait un costume noir marqué des rides des longues nuits et du manque de sommeil. Ses yeux étaient rouges mais concentrés, fixés sur le devant de la salle d'audience, avec la même détermination qui l'avait mené jusqu'ici. Il n'était pas venu ici pour le spectacle, il était venu pour la guerre. Derrière la table de la défense, l'avocat Richard Cruz les observait approcher avec un sourire narquois aux lèvres. Son costume de créateur était impeccable, sa posture détendue, comme si l'issue de ce procès était déjà écrite en lettres d'or. Et peut-être que si, dans cette ville, l'argent, le pouvoir et le silence avaient encore une signification. Cruz se cala dans son fauteuil, les doigts croisés sur son ventre, observant le vieil homme tel un professeur qui flatte un enfant qui s'est trompé de manuel. Près de lui était assis le commissaire Raleigh, à peine visible dans la galerie, l'éclat de ses boutons de manchette scintillant sous la manche de son manteau tailleur, tandis qu'il tapait quelque chose sur son téléphone sans même lever les yeux. De l'autre côté, le procureur Michael Delane ajustait sa cravate pour la 5e fois, la sueur perlant sur ses tempes. Son dossier était mince. Trop de pièces manquantes, trop de dossiers scellés et beaucoup trop de questions sans réponse. Mais ce qui le troublait plus que les lacunes de ses preuves, c'étaient les personnes assises au premier rang, des hommes en costume sans badge, des observateurs qui ne parlaient à personne et observaient tout, des hauts fonctionnaires dont la présence indiquait que ce procès, aussi public qu'il paraissait, n'était pas entièrement libre. C'était l'affaire dont les médias ne cessèrent de parler. 3 jeunes hommes, Corey Jackson, Malik Rivers et Darnell Lee, se sont arrêtés un jeudi soir calme, prétendument à cause d'un feu arrière cassé. La situation a été chaotique. Selon le rapport officiel, les 3 hommes étaient agressifs, hostiles et armés. Les policiers ont affirmé craindre pour leur vie, mais les photos racontaient une autre histoire. La colonne vertébrale de Corey, brisée par un coup de matraque, le visage de Malik tuméfié, le sang de Darnell imprégnant le béton comme de l'encre sur du parchemin. Les images de la caméra embarquée avaient disparu. Les 6 caméras piétons des policiers avaient mystérieusement dysfonctionnement au même moment. Le seul enregistrement disponible était une vidéo tremblante prise depuis la fenêtre d'un appartement voisin, floue et étouffée, mais suffisamment nette pour montrer un garçon noir hurlant sous une marée d'uniformes. Le tollé général avait été immédiat. Manifestations, campagnes sur les réseaux sociaux, veillées aux chandelles devant l'hôpital. Mais la suite avait été plus froide, plus calme.
Les témoins qui affirmaient avoir assisté au coup avaient commencé à disparaître. L'un d'eux avait été expulsé avec un visa expiré quelques jours seulement après avoir parlé à un journaliste. Un autre, un mécanicien local, avait été retrouvé noyé dans la baignoire d'un motel et un accident avait été déclaré, malgré des marques de ligatures au poignet. 2 autres avaient refusé de témoigner, invoquant la crainte pour leur famille. L'histoire s'effondrait, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce que la vérité était devenue trop dangereuse à tenir. Devon avait accepté l'affaire après que le premier avocat commis d'office eut invoqué un conflit d'intérêts et s'était retiré. Les familles étaient désespérées, en colère et presque désespérées, mais Devon avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une raison de continuer. Corey était son neveu. Non pas par le sang, mais par des années de dîner du dimanche, des raflures aux genoux et de fêtes d'anniversaire. Il se souvenait du jour où Corey avait obtenu son permis d'apprenti conducteur et de sa fierté au volant de cette vieille berline noire. C'était la même voiture dont on l'avait sorti, le corps inerte, les mains attachées, le souffle court. Devon avait essuyé revers après revers, preuves rejetées, requêtes bloquées, enregistrement de surveillance mal classé. Il avait crié dans le vide d'un système conçu pour le silence, et pourtant, il se tenait là, avec Isaiah Langston à ses côtés. La clé. Le seul homme dont il n'avait pas compté sur la survie. Isaiah avait travaillé pour la ville comme superviseur du contrôle de la circulation pendant plus de 30 ans. Ancien combattant avec 2 étoiles de bronze, connu pour ses horaires stricts et ses journaux de bord manuscrits. Il avait pris sa retraite sans tambour ni trompette, s'étant replié sur la routine tranquille des mots croisés et du baseball télévisé. Personne ne l'avait dérangé pendant des années, jusqu'à ce soir-là. Il était assis dans sa vieille Ford, garée le long de la 5e et de Roosevelt, attendant de faire signe à un camion de livraison dont le moteur tournait au ralenti illégalement. Son regard s'était posé sur l'intersection au moment même où la première voiture de patrouille s'était arrêtée, puis une autre, et encore une autre. Il observe avec une inquiétude croissante 6 policiers sortir de leur véhicule, armes au poing. Il vit les garçons sortir de la voiture, entendit le bruit sourd des poings et des bottes, vit les phares des caméras se masquer. Et puis, le SUV noir. Le commissaire Raleigh était descendu. Isaiah l'avait immédiatement reconnu. L'homme en costume gris avait fait un geste vers la scène, passé un appel, et quelques minutes plus tard, le bloc était dégagé. Les garçons bougeaient à peine. Isaiah avait agrippé le volant, le cœur battant, avant de partir tranquillement. Il n'en avait parlé à personne, jusqu'à ce que Devon se présente à sa porte 2 semaines plus tôt, un dossier scellé à la main et un regard désespéré. Ils avaient repassé les 14 derniers jours à se préparer. Isaiah avait montré à Devon le journal intime relié en cuir qu'il tenait, une habitude de ses années citadines. À l'intérieur se trouvaient des notes soigneusement écrites à l'encre. Heure, numéro de plaque d'immatriculation, badge, description, tout y était, les noms, la séquence, l'ordre exact des brutalités. Devon ne savait pas s'il devait pleurer ou hurler. L'homme que tout le monde considérait comme trop vieux pour être utile était devenu le seul fil conducteur qui pouvait tout démêler. Alors qu'Isaïe était conduit à l'avant de la salle d'audience, le juge fit signe au silence. Les murmures s'éteignirent instantanément. Isaiah ne dit rien. Il posa simplement le journal intime en cuir sur la table devant lui, ajustant ses lunettes comme s'il se préparait à un après-midi tranquille de lecture. Mais Devon savait que ce n'était pas le cas. La salle ne savait pas encore. La mère de Corey, assise derrière eux, serrait un mouchoir à 2 mains, les jointures blanches. Le père de Malik avait refusé de s'asseoir, préférant se tenir debout au fond, les bras croisés, les yeux rivés sur les policiers présents. Le frère aîné de Darnell fixait le sol, immobile, comme s'il craignait qu'un regard vers le haut ne le brise. Isaïe respirait lentement et régulièrement par les tubes de son nez. Devon posa brièvement une main sur son épaule, un geste discret qui en disait plus long que n'importe quelle déclaration d'ouverture. La présence du vieil homme n'était pas seulement symbolique,
Elle était dangereuse, et tous dans la pièce le savaient, même s'ils ne comprenaient pas encore pourquoi. De l'autre côté de la salle, Richard Cruz plissa les yeux. Il murmura quelque chose à l'officier assis à côté de lui, et Devon remarqua un léger tressaillement de gêne dans la mâchoire du commissaire. Il ne savait pas ce qu'Isaïe savait, mais il savait que c'était suffisant pour les faire transpirer, suffisamment pour envoyer ces ombres en costume dans la galerie, suffisamment pour convoquer 2 sénateurs à un procès pourtant local. Ainsi, la première journée de témoignage commença non pas par un fracas, mais par un souffle. Le genre de souffle qui précède une tempête, avant que les vérités ne soient arrachées à l'ombre et que les mensonges ne soient brisés par la lumière. Ce que personne ne savait, ce à quoi personne ne s'était préparé, c'est que l'homme qu'ils avaient autrefois qualifié de « trop vieux pour témoigner » allait tout changer. 2 semaines auparavant, Devon avait trouvé Isaiah vivant seul dans une maison de retraite faiblement éclairée, nichée près d'une route boisée à l'extérieur de la ville, un de ces endroits oubliés où le silence s'étendait entre le craquement d'un vieux plancher et le bourdonnement lointain d'une chaudière surchauffée. Ce soir-là, la pluie tombait à verse, trempant le manteau de Devon et s'infiltrant dans ses chaussures lorsqu'il atteignit la porte. La lumière du porche vacillait au-dessus de lui comme si elle n'avait pas été changée depuis des années. Il frappa 2 fois, puis 3, plus fort à chaque fois. La porte s'ouvrit à peine, et un œil fragile et sceptique fixa le vide. La voix d'Isaiah Langston était prudente, presque rauque. Il ne reconnut pas l'homme debout sous la pluie, et son premier réflexe fut de fermer la porte et de tourner le verrou. Mais Devon fouilla dans son manteau, lentement, délibérément, et en sortit le document judiciaire scellé. Il ne parla pas. Il le tint simplement face à la lumière jaune. Le cachet était clair. L'entête était sans équivoque. Le nom d'Isaiah avait été censuré, mais la référence, un témoin potentiel observé sur place, ultérieurement rayé de la liste, suffisait. Le vieil homme parcourut la page du regard, et quelque chose derrière lui bougea. Son visage ne changea guère, mais le poids de la reconnaissance le traversa comme une ombre. L'entrebâillement de la porte s'élargit, puis s'arrêta. « Tu veux savoir ce que j'ai vu, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, à peine audible à cause de la tempête. Devon hocha la tête. Il n'en fallut pas plus. La porte s'ouvrit en grand, révélant un intérieur peu meublé. Isaiah recula, entraînant les pieds chaussés de chaussettes, voûtés par l'âge ou peut-être par culpabilité. Devon entra et referma doucement la porte derrière lui. La pièce sentait légèrement le vieux papier, la naphtaline et un parfum médicinal. Il y avait un fauteuil inclinable face à une vieille télévision, une étroite bibliothèque remplie de romans policiers et un déambulateur posé près de la fenêtre. Les murs étaient pâles, fissurés aux angles. Une bouteille d'oxygène portable se dressait comme une sentinelle à côté du fauteuil inclinable. Isaiah ne dit pas grand-chose au début. Il fit simplement un geste vers la chaise d'en face et s'enfonça dans la sienne, les yeux rivés sur l'écran de télévision vide, comme s'il avait besoin de se ressaisir avant de raconter. Devon attendit. Il savait qu'il ne fallait pas insister. Les minutes passèrent. Quand Isaiah parla enfin, ce ne fut pas avec l'hésitation de quelqu'un qui manque de mémoire, mais avec la retenue de quelqu'un qui a gardé un secret trop longtemps. Il commença par l'endroit. Garé au bord de la 5e et de Roosevelt, à l'affût de semi-remorques stationnées illégalement. Il était encore agent de sécurité à temps partiel à l'époque, même si personne n'attendait grand-chose de lui. Juste une paire d'yeux supplémentaires dans une rue calme. Puis il aperçut les voitures de patrouille, 3 d'entre elles, banalisées, se glissant derrière une berline noire. Ce n'était pas inhabituel en soi, mais quelque chose dans leur formation, l'urgence de leurs arrêts, lui fit froid dans le dos. Il se souvint avoir plissé les yeux à travers le pare-brise, ajusté ses lunettes, essayant de comprendre ce qui se passait. 6 agents sortirent, rapidement, méthodiquement, comme s'ils avaient répété. 2 d'entre eux ne portaient pas de badge. Il le nota aussitôt,
C'est ainsi que fonctionnait son esprit. Détails, schémas, incohérences. Des années de travail dans la sécurité l'avaient entraîné à repérer ce qui n'avait pas sa place. Ils extirpèrent les garçons de la berline, sans un mot, sans avertissement. Juste la force brute. Isaiah tressaillit en voyant l'un d'eux, un policier de grande taille au cou épais et au crâne rasé, plaquer le conducteur au sol avec une matraque. Un autre ouvrit la portière côté passager d'un coup de pied si fort qu'elle rebondit sur le châssis de la voiture. Un cri résonna faiblement dans la nuit, étouffé par l'averse. Puis un autre policier, trapu et à la peau sombre, enfonça son genou dans le dos de l'un des garçons, le plaquant contre la chaussée mouillée. Isaiah ne pouvait plus bouger. Impossible de détourner le regard. Puis vint le moment de la pause. Un policier sortit quelque chose de son gilet, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'accroupit près du conducteur. Isaiah le regarda placer une arme, visiblement non enregistrée, manifestement mise en scène, sous le siège arrière. C'est alors que le coup de fil retentit. Rapide, délibéré. Un signal. Moins de 5 minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta et gara son moteur au ralenti à côté des lieux. Du côté passager émergea un homme grand vêtu d'un costume gris, sec malgré la pluie. Il se déplaçait comme quelqu'un habitué à être obéi. Le commissaire Raleigh. Isaiah ne l'avait vu qu'une seule fois lors d'une audience télévisée sur la réforme urbaine, mais son visage était reconnaissable entre tous. L'homme ne parlait pas fort, mais Isaiah voyait bien qu'il donnait des ordres. L'un des agents hocha la tête. Un autre éteignit une caméra corporelle. Un troisième tendit une clé USB que le commissaire empocha sans un mot. C'est à ce moment-là que le cœur d'Isaiah faillit s'arrêter. L'un des agents, il ne se souvenait plus lequel, se retourna, le regarda droit dans les yeux, le pointa du doigt. Isaiah se baissa, le cœur battant la chamade. Il resta ainsi plusieurs minutes, espérant qu'il ne s'approcherait pas. Lorsqu'il osa enfin relever la tête, le SUV avait disparu. Les garçons étaient toujours au sol, immobiles, et les agents riaient. Il partit. Pas de sirène, pas d'appel au commissariat. Il avait juste mis le contact, s'était engagé sur la route et avait disparu dans la nuit. Isaiah avait raconté tout cela à Devon dans le silence de cette première nuit, d'une voix basse mais assurée. Il avait admis avoir eu peur. Il ne voulait pas d'ennui. Mais il avait conservé le journal. Chaque nom, chaque numéro de plaque, chaque horodatage, non pas parce qu'il comptait l'utiliser, mais parce qu'une partie de lui savait que la ville oublierait si personne ne se souvenait. Dans les jours qui suivirent, Isaiah se prépara. Il savait qu'il y aurait de la résistance. On dirait qu'il était trop vieux, trop fragile, que son esprit était troublé. On brandirait son dossier médical comme des signaux d'alarme, on le déclarerait compromis, hors sujet, peut-être délirant. Et c'est ce qu'on fit. La défense déposa une requête pour bloquer son témoignage en y joignant des documents datant de 2 ans. Légers troubles cognitifs, anxiété, somnifères. On essaya de le dépeindre comme une relique, quelqu'un s'accrochant à des vérités passées. Mais Devon insista, et à l'extérieur du tribunal, le public commença à s'agiter. Des pétitions circulèrent, les hashtags se multiplièrent, les médias s'interrogèrent sur le silence de la ville. Finalement, le juge, pressé par une tempête naissante, autorisa Isaiah à témoigner. Le matin de son témoignage, Isaiah portait un costume gris uni, légèrement affaissé aux épaules. Il marchait lentement, aidé par sa canne, d'un pas irrégulier mais posé. La salle d'audience bourdonnait à son entrée, les têtes se tournaient, les journalistes griffonnaient. Le commissaire Raleigh était assis au dernier rang, l'expression indéchiffrable. Devon observait de face, la mâchoire serrée. Isaiah monta à la barre et ajusta le microphone d'une main tremblante. L'espace d'un instant, il se contenta de respirer. La salle devint si silencieuse que le craquement d'une planche de parquet fit tressaillir les spectateurs. Puis il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le carnet en cuir. Usé sur les bords, les coins gondolés, le dos craquelé et mou.
Il l'ouvrit à une page marquée d'un bout de reçu déchiré. Ses yeux parcoururent les mots, puis se levèrent. Dans la nuit du 17 février, à 22h43, l'agent Barrett sortit de la voiture de patrouille et asséna le premier coup de matraque. Sa voix était basse, rauque, mais claire. L'agent Smalls se dirigea vers la portière passager. Il l'ouvrit d'un coup de pied. Malik Carter hurla. Puis l'agent Green arriva. Il marcha sur le dos du garçon. Le commissaire Raleigh arriva à 22h51. Il ordonna de nettoyer et de retirer les caméras piétons. Il lut chaque ligne comme si elle était sacrée. La salle d'audience était figée. Isaiah énuméra les noms, les numéros de badge, les heures d'arrivée, l'emplacement des caméras embarquées, les angles d'approche. 11 minutes s'écoulèrent. Aucune interruption, aucun faux pas, aucun trou de mémoire. Chaque déclaration correspondait au registre du personnel expurgé que Devon avait obtenu par ordonnance du tribunal, mais qu'il n'avait pas réussi à déchiffrer. Jusqu'à maintenant. Devon ne bougea pas. Il respirait à peine. La main de l'avocat de la défense glissa lentement de sa pile de documents. Ses yeux perdirent leur éclat. Le procureur Delanne, resté calme tout au long du procès, laissa tomber sa plume. Les doigts du juge restèrent près du marteau, hésitant entre appeler au silence et laisser le chaos s'installer. Et puis ce fut le cas. Des halètements. Un sanglot étouffé. Un journaliste renversa une chaise en se précipitant pour envoyer un message. Le juge frappa 2 fois du marteau, appelant à l'ordre. Mais le mal était déjà fait. Isaiah Langston, vieux, malade, sous-estimé, venait d'ouvrir la ville en 2. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de l'appartement de Devon comme un invité indésirable. Il n'avait pas dormi. Pas vraiment. Pas avec Isaiah allongé dans un lit d'hôpital silencieux, sa voix vibrante réduite à une respiration laborieuse et au bip continu d'un moniteur. Le souvenir de son témoignage résonnait encore dans l'esprit de Devon, un témoignage qui aurait dû briser les murs, provoquer le changement. Au lieu de cela, il a déclenché la guerre. Quelques heures seulement après que les révélations du jeune homme eurent secoué la salle d'audience, le sénateur Langford était monté à la tribune, flash allumé, le visage affichant une indignation contenue. Il avait qualifié le procès de « tournoi d'extrême gauche », accusant Devon et l'équipe juridique d'exploiter le traumatisme d'un jeune homme à des fins de théâtre politique. Ces mots n'étaient pas seulement du théâtre politique, c'était un signal adressé à tous les défenseurs de l'ancien système, à tous les gardiens terrifiés par les fissures dans le barrage. Et du jour au lendemain, les représailles ne se sont pas fait attendre. 2 menaces anonymes ont atterri dans la boîte de réception de Devon. Les messages étaient courts et glaçants. L'un disait simplement « Arrêtez de creuser, ou vous serez le prochain ». L'autre était pire, une photo d'Isaiah prise de l'extérieur de sa fenêtre, horodatée 2 jours plus tôt. Devon les a transmises aux autorités, mais le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Pas de suivi, pas d'enquête, juste un accusé de réception creux qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une assurance. Le lendemain matin, les disques durs contenant les données de récupération de la dashcam, méticuleusement extraites et cataloguées pendant des semaines, ont été déclarés corrompus en raison d'un problème technique lors du stockage des preuves. Devon a fait irruption dans le bureau des preuves, exigeant de voir les sauvegardes. Il n'y en avait aucune. Le technicien qui avait supervisé le processus a été mystérieusement réaffecté. Un superviseur s'est excusé avec un haussement d'épaule, expliquant que c'était une de ces choses-là. Pendant ce temps, la procureure Delanne, visiblement ébranlée par l'agressivité de l'accusation, mais aussi visiblement touchée par le courage d'Isaiah, a pris une décision audacieuse. Elle a déposé une requête pour présenter une nouvelle série de témoins. Des noms que Devon gardait cachés depuis des semaines, attendant le bon moment. Il s'agissait d'agents et de membres de la communauté qui avaient jusque-là été réduits au silence par des ordonnances de non-publication, freinées par la peur ou des manipulations judiciaires.
Cette requête a fait des vagues dans la communauté juridique. Des murmures d'une véritable prise de conscience ont commencé à émerger. Pendant un instant, juste un instant, j'ai eu l'impression que la situation allait changer. Le remplacement de Doyle fut annoncé le jour même. Le juge Brent McCaffery. Un homme connu pour sa loyauté envers les syndicats de policiers, ses suspensions rapides de procès et son historique inquiétant de décisions rarement favorables aux plaignants noirs. Devon connaissait ce nom. Tout le monde dans les milieux juridiques le connaissait. McCaffery n'était pas un homme qui pliait, il s'effondrait. Et maintenant, il était à la tête d'un procès oscillant entre justice et effondrement. Pourtant, Devon ne pouvait se permettre d'hésiter. Les médias nationaux s'étaient emparés de l'histoire d'Isaiah. Des extraits de son témoignage étaient rediffusés sur les chaînes câblées, les sites de streaming et les chaînes de médias indépendants. Des militants se rassemblèrent devant le palais de justice, leurs chants résonnant dans les rues de la ville. Des fresques murales à l'effigie d'Isaiah commencèrent à apparaître sur les murs du centre-ville, ornées de halos et de cœurs saignants. La ville s'était réveillée. Les gens ne regardaient plus depuis la ligne de touche. Ils réclamaient justice, poings levés et voix unies. Mais la pression ne signifiait rien face à une machine truquée. Le juge McCaffery ne tarda pas à se faire connaître. En moins de 72 heures, il rejeta la vidéo corroborante, un élément que Devon considérait comme la preuve visuelle la plus solide. McCaffery invoqua des problèmes de chaîne de possession, affirmant que les disques durs détruits et les sauvegardes rechargées soulevaient de sérieux doutes quant à leur authenticité. Devon argumenta, soumit des déclarations sous serment d'experts en données, implora un délai pour valider les fichiers, mais le marteau de McCaffery s'abattit définitivement. La vidéo fut invalidée. Le jury ne la verrait jamais. Les représailles ne s'arrêtèrent pas là. Plusieurs des agents cités par Isaiah furent mis en congé administratif, mais pas suspendus, pas même inquiétés. Des congés payés sous couvert d'équité procédurale. Devon fixa le communiqué de presse publié par le département constatant l'édulcoration des termes. Aucun aveu de faute. Aucune reconnaissance des allégations d'Isaiah. Encore un remaniement des chaises longues sur un navire déterminé à ne pas couler, peu importe le nombre de trous dans sa coque. Puis vint le point de rupture. Ce fut l'assistante de Devon, Mara, qui trouva Isaiah. Elle était allée le voir, apportant des notes et quelques encas, pour le trouver effondré sur le sol de sa chambre, les yeux ouverts mais vides. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent un accident vasculaire cérébral dû au stress. Il avait 16 ans. 16 ans, et maintenant incapable de parler. Les médecins ne pouvaient pas dire si les dommages étaient permanents. Mais ils n'en édulcoraient pas la situation non plus. La guérison, si possible, serait longue et incertaine. Devon était assis à son chevet, serrant la main du garçon comme une ancre, la culpabilité le rongeant. Il l'avait poussé, l'avait encouragé à témoigner. Il avait cru au pouvoir de la vérité. Mais qu'était la vérité dans un tribunal régi par la peur et la loyauté envers le pouvoir? Qu'était le courage face à un système qui ne connaissait pas la honte? Le silence dans cette chambre d'hôpital était suffocant. La respiration d'Isaiah était superficielle, mécanique. Les machines clignotaient et bipaient à un rythme cruel. Devon ne pouvait pas pleurer. Il ne pouvait pas se le permettre. Pas encore. De retour à son bureau, Devon fixait les dossiers éparpillés sur son bureau, les pages éparses se brouillant sous des yeux fatigués. Il sentait le poids de quelque chose lui échapper. L'élan, l'espoir, peut-être même la justice elle-même. Puis, feuilletant à nouveau le carnet d'Isaiah, il remarqua quelque chose qu'il avait négligé. Une ligne griffonnée sous une liste de noms d'officiers, à peine lisible, comme si elle avait été écrite à la hâte. Un dernier exemplaire dans le casier des anciens combattants, s'il m'arrive quelque chose. Devon se figea. Son cœur battait la chamade. Le casier des anciens combattants. Il retourna à son carnet, scrutant de plus près les notes d'Isaïe. Le garçon avait répertorié les horodatages, les sources des métadonnées, les notes des anciens dossiers de son père, minutieusement détaillées.
Devon se souvenait qu'Isaiah avait mentionné que son défunt père avait servi dans l'armée. Peut-être avait-il accès au centre local des anciens combattants. Peut-être qu'Isaiah avait utilisé l'un des casiers sécurisés. Devon avait cru que ce n'était qu'un détail, un parmi tant d'autres, mais maintenant cela ressemblait à une miette de pain. Un avertissement, un plan. L'espoir vacillait. Pas très fort, mais juste assez. Devon attrapa son manteau, fourra le carnet d'Isaiah dans son sac et partit sans un mot. Il ne faisait plus confiance au téléphone. Il ne faisait plus confiance aux emails ni aux voitures sans vérifier 2 fois en dessous. Tout bougeait maintenant, plus vite, plus dangereux. Mais il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Si cet exemplaire existait, si Isaiah avait vraiment caché quelque chose avant de témoigner, ce pourrait être leur dernière chance. Dans la rue, le ciel s'était assombri. Pas de pluie, mais de ce calme étrange que les villes connaissent juste avant que quelque chose ne se brise. Des manifestants étaient toujours rassemblés devant le palais de justice, leur chant s'estompant au passage de Devon. Il ne s'arrêta pas. Il ne fit pas signe de la main. Il continua simplement d'avancer, serrant son sac comme s'il portait une vie en lui. Et à bien des égards, c'était le cas. Devon conduisit toute la nuit, la pluie ruisselant sur son pare-brise comme des veines d'anxiété. Il ne relâcha jamais son volant, même lorsque l'épuisement menaça de le faire tomber sur le bas-côté de l'autoroute. L'hôpital des anciens combattants était silencieux sous les lumières vacillantes, témoin monolithique de vérités longtemps enfouies. Il arriva juste avant l'aube, présentant le nom d'Isaiah Langston et ses propres qualifications d'avocat à un greffier fatigué qui leva à peine les yeux. La salle de stockage était petite et froide, remplie de bacs soigneusement étiquetés, d'objets oubliés depuis longtemps et d'une odeur de poussière. Devon fouilla méthodiquement, guidé par son instinct plus que par sa mémoire, jusqu'à ce qu'il trouve le tiroir, en bas à gauche, comme Isaiah l'avait écrit. En dessous, soigneusement scotchée et emballée dans du plastique, se trouvait une clé USB. Il la garda dans sa main un long moment, le cœur battant non pas à cause de la fatigue, mais à la conscience que c'était peut-être la dernière voie qu'Isaiah lui laissait. Au matin, Devon retourna au tribunal. Son costume était froissé, ses yeux creux, mais il y avait dans sa démarche une assurance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il passa devant la galerie murmurante, ignorant les regards en coin des avocats adverses, et se glissa derrière la table du procureur avec une détermination forgée par l'insomnie et la fureur. Il ne fit aucun préambule, aucun avertissement. Il inséra simplement la clé USB dans le système de la salle d'audience et lança la lecture. La voix d'Isaiah emplit la salle. Elle était ferme, posée, enregistrée quelques jours avant l'AVC qui lui avait volé la parole. Tout ce qu'il avait témoigné au tribunal lui revint, maintenant avec un son impeccable. Nom, date, citation directe des policiers, récit détaillé des menaces et des dissimulations. Mais cette fois, il alla plus loin. Sur l'enregistrement, Isaiah nomma des personnes en position de pouvoir politique qui avaient exercé des pressions sur la police pour qu'elle détruise des preuves. Le nom du sénateur Langford résonna comme un coup de feu dans la salle, tout comme celui du procureur Calvin Reeve. Devon vit le silence s'installer dans la salle d'audience. Même la sténographe marqua une pause, les doigts tremblants au-dessus de ses touches. Le juge McCaffery, le visage rouge, tenta de couper l'audio. Il se pencha en avant, la voix haute pour objecter que les preuves n'avaient pas été approuvées au préalable. Devon ne broncha pas. Il parle avec une autorité tranquille, sans quitter le juge des yeux. La vérité n'a pas besoin de permission, dit-il. Pas quand un homme comme Isaiah avait tout risqué pour la faire entendre. Le marteau de McCaffery frappa comme le tonnerre, ordonnant la suspension d'audience, mais la salle d'audience lui échappait déjà. Les gens se levaient de leurs sièges, spectateurs, militants et même journalistes, attirés vers la porte, attrapant leur téléphone, se précipitant dehors pour révéler une histoire qui ne se limitait plus aux notes juridiques. En moins de 72 heures, les piliers de la ville commencèrent à se fissurer,
Le commissaire Raleigh démissionna sans déclaration, disparaissant de la vue du public. Le ministère de la Justice annonça une enquête officielle, nommant nommément les responsables de la police locale et les personnalités politiques citées dans l'enregistrement. Des perquisitions furent effectuées dans les bureaux. Des assignations à comparaître furent déposées, et devant le palais de justice, un mur de manifestants se tenait côte à côte, beaucoup brandissant des pancartes faites main griffonnées à l'encre noire. « Trop vieux pour témoigner? Il y a témoigné pour nous tous. » Devon sortit à leur rencontre, l'air lourd de chants et de flashs d'appareils photo. Il ne ressentait aucun triomphe, seulement une profonde lassitude et le poids froid d'une justice inachevée. Isaiah Langston ne marcherait plus jamais, mais ses paroles, elles, avaient résonné, traversant les salles d'audience, les actes,